dans l'exercice de notre profession d'architecte, qui est celle du paysage, avec une intervention donc là d'une de nos consoeurs, Marie-Jo Pélègre, justement, non pas sur un projet bâti, mais un projet d'étude. Donc on a le plaisir d'avoir monsieur Jean-Christophe Angelini, maire de Porto Vecchio, madame Nathalie Apostolatos, adjointe au patrimoine bâti et paysager, ce n'est pas un détail, et Marie-Jo Pélègre, architecte urbaniste, parmi nos références en Corse dans ce domaine, pour parler de la charte paysagère. Alors, la commune de Porto Vecchio a cette image, on va dire double, ambivalente, à la fois de le côté idéal de sa carte postale, mais en tout cas, localement en Corse, l'image d'une commune qui a incarné pendant, bon, pas la seule, mais pendant des décennies, certaines dérives, on dira, un développement qu'on peut qualifier d'anarchique sans document d'urbanisme, ce qui est quand même une particularité chez nous assez répandue. Et on va dire les phénomènes qui s'ensuivent de spéculation immobilière, voire de dépossession, un mot qui est beaucoup employé aujourd'hui. Et justement, comment fait-on quand on arrive donc, en tant que nouvelle équipe municipale, avec des ambitions quand même assez volontaristes dans les sujets qui nous intéressent. Alors déjà, ne serait-ce que dans la composition de nos intervenants, Madame Apostolatos, adjointe, qui est du métier, on dira, architecte d'intérieur. L'adjoint à l'urbanisme de la ville de Porto Vecchio est architecte. Donc pour nous, c'est vrai que ça suscite plutôt des espoirs que des craintes, on dira. Et voilà. Et donc, cette entrée du paysage, alors encore un détail qui n'en est peut-être pas un, vous mentionnez cette charte paysagère comme un grand projet sur le site internet de la commune. On a l'habitude de voir dans les grands projets municipaux, c'est en général un grand bâtiment beau et qui coûte cher. Ici, le grand projet, c'est une réflexion, c'est une étude. Mais ce n'est pas qu'une réflexion qui est destinée à rester un vœu pieux, c'est une réflexion qui va servir de boîte à outils opérationnelle. Et ça va être un petit peu la première question après avoir vous êtes présenté, on dira comment rend-on opérationnel une telle réflexion avec la qualité qu'elle a, qui nous sera détaillée par Marie-Jo, dans les politiques publiques d'aménagement et dans cette dynamique d'enrayer une tendance justement à enrayer. Monsieur le maire. C'est bon ? Merci Sébastien. Bon, déjà au nom de la ville, merci pour l'invitation. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Katia, les collègues maires, Jean-Yves, Jackie, vous toutes et tous, les amis qui sont là, on est très contents de pouvoir parler de cette charte et je laisserai le soin à Nathalie et à Marie-Jo d'en parler encore plus précisément. Juste 2 mots au plan politique et après 1 ou 2 au plan technique. Au plan politique, on a été élu il y a 2 ans et demi sur le constat que tu faisais à l'instant même, à savoir que la ville avait été profondément dégradée et on a même parlé dès les premiers temps de notre installation de réparation. Dégradée par la spéculation foncière et immobilière, dégradée par des choix architecturaux pour le moins contestables, dégradée par l'absence de documents d'urbanisme et au plan communal, PLU, et au plan communautaire, voire au-delà, SCOT. On a du côté de l'ancienne équipe que l'on respecte beaucoup et avec laquelle on a toujours dialogué en dépit des difficultés, un discours qui consistait à mettre en cause, à tort et à raison, les uns et les autres, l'État, le PADUC, etc. Et on a, nous, très tôt pris le parti inverse, qui a consisté non pas à mettre en cause, mais à assumer nos responsabilités. Donc, concomitamment, on a initié un plan local d'urbanisme, on a repris le DOCOBAS, on a initié au plan communautaire un SCOT,
on a mis en chantier un certain nombre de sujets pendants et on a rouvert la question, dirons-nous, de la charte architecturale et paysagère dont s'occupe Nathalie. Donc l'idée, j'en aurais terminé quasiment, c'est effectivement de réparer ce paysage qui a été considérablement dégradé, c'est de recoudre. Porto-Vecchio, c'est une ville-territoire, 17 000 hectares, avec des hameaux qui sont chez nous appelés villages et qui ailleurs en Corse seraient pleinement qualifiés comme tels. Je prends le cas par exemple de Mouratel, on a 2000 habitants permanents, mais c'est une composante de la commune de Porto-Vecchio. Idem pour Précoce, Jucce, Chapalavese, etc., qui sont vécus encore une fois d'un point de vue administratif ou juridique comme des hameaux, mais qui pour nous sont des villages de la commune. Et on a un hypercentre historique, quelques hectares à peine, autour des bastions, qui a lui-même été dégradé au fil des ans et qui nous importe vraiment beaucoup, autour duquel on travaille énormément. Nathalie en dira 2 mots. Donc la difficulté, c'est de voir comment on peut recoudre ce paysage. Dans une ville où il est devenu très difficile de se loger, soit que l'on veuille acheter, soit que l'on veuille louer, et de bâtir plus généralement un projet de vie. Donc, on n'est pas dans une démarche qui viserait, parce qu'on doit produire du logement, parce qu'on doit réparer, parce qu'on doit mettre un terme à des phénomènes de spéculation, à éviter tout ce qui est réflexion esthétique et charte architecturale et paysagère. Donc Nathalie, dans les qualités qui sont les siennes, professionnelles et humaines, nous a très tôt rendus attentifs. Et on a voulu concilier un geste global avec une vision politique. Et c'est ce qui l'a amené à nous proposer ce document. Et c'est ce qui a conduit Marie-Jo à travailler à nos côtés. En tous les cas, c'est ce que je voulais dire simplement pour introduire la discussion. Et vous remercier encore une fois pour votre invitation. Merci. Alors, ce mot réparer est important pour nous collectivement parce que c'est une notion qui est l'évolution. On ne parle plus de construire et de pallier ce manque de logement en construisant plus, mais de réparer l'existant. Alors, le maire parle de la dimension paysagère importante. Alors, Madame l'adjointe déléguée, notamment au paysage, comment entrez-vous, vous saisissez-vous de cette dimension géographique, paysagère et patrimoniale comme socle du projet du territoire? On a vraiment, pour nous, pour l'équipe, la notion de charte architecturale et paysagère, c'est vraiment le point de départ. C'est le point de départ à l'élaboration de notre PLU. C'est ce qui va donner les grandes lignes et c'est ce qui les donne aujourd'hui. C'est vraiment un outil sur lequel on s'appuie. Pourquoi? Parce que comme le disait le maire à l'instant, on a eu un développement totalement anarchique de notre territoire. On a un développement avec une résidence secondaire qui est très étalée. On a 40% de la population qui est sur l'agglomération, 60% sur les villages et hameaux. On n'a pas moins de 15 villages et une quinzaine d'hameaux qui s'étalent entre la montagne, la plaine et le littoral. Donc on a des paysages qui sont totalement différents et des qualités architecturales qui sont totalement différentes également. L'avantage d'un outil comme la charte architecturale et paysagère, c'est qu'elle nous permet de révéler les éléments justement qui caractérisent notre patrimoine et notre paysage. C'était la base fondamentale de ce travail. Tout le travail du diagnostic qui a été réalisé par l'équipe de Marie-Jo Pellegre et François Garnier, paysagiste d'Herba Barogne, c'était justement de nous aider à nous rendre compte du paysage qui nous entoure. Du paysage, je dirais, marin, mais également de nos montagnes, de la plaine, de tout ce qui fait vraiment le paysage. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous paraissaient évidentes parce qu'on les côtoie, on les voit au quotidien, mais une fois qu'elles sont sur une page, une fois qu'on nous a dit justement qu'il faut faire attention notamment à des points de vue. Les points de vue sont très importants. On a fait un travail de concertation avec la population. Même la population nous révèle ces choses-là. Il y a eu différentes étapes dans l'élaboration de cette charte. Et justement, elle sert systématiquement d'outil de référence aujourd'hui pour les documents urbains à venir. C'est vraiment pour nous un élément fondamental. Elle permet justement de révéler tous ces éléments patrimoniaux qu'il va falloir mettre en scène, mettre en valeur, préserver. Aujourd'hui, on nous parle de densification
Si on devait se cantonner à la densification telle qu'elle est proposée aujourd'hui dans toutes les lois successives auxquelles on doit appliquer notre territoire, on devrait automatiquement densifier les zones vertes qu'on a, notamment en agglomération par exemple. La charte architecturale et paysagère, elle révèle justement ces poches vertes dans le territoire, notamment sur le bastion de la vieille ville. On a ce qu'on appelle la couronne verte. Cette couronne verte, c'est une couronne d'olivier qu'il faut absolument préserver. C'est ces éléments-là sur lesquels on s'appuie pour notre document d'urbanisme à venir. Donc c'est vraiment un outil de diagnostic qui s'est décomposé en différentes phases. On a eu une première phase qui était une phase, vraiment la phase diagnostique, la plus importante, la plus longue. Elle a duré 1 an et demi. On a eu une deuxième phase qui était une phase de concertation où on a fait une enquête en ligne, où on a demandé cette fois aux Porto-Vecchiais qu'est-ce qui caractérisait pour eux leur paysage et leur environnement. Ensuite, on a fait des ateliers sur lesquels la population a travaillé sur des cartes et nous a révélé ce qui, du petit patrimoine. On est allé du four à la fontaine, mais aussi à un arbre qui matérialise une place de village. Tous ces éléments-là ont été révélés au travers de cet outil de concertation. Et enfin, sont ressortis de leur travail 2 éléments très importants aujourd'hui sur lesquels les services de l'urbanisme s'appuient. C'est un outil qui est un guide en fait pratique qui permet justement pour les porteurs de projets d'arriver sur la commune de Porto-Vecchio et de ne pas arriver n'importe comment sur la commune de Porto-Vecchio aujourd'hui. Alors on sait que la charte architecturale et paysagère n'est pas ce qu'on appelle à proprement parler un outil opposable, mais aujourd'hui c'est vraiment un outil de travail. Voilà. Et ces fiches guides, donc il y a le guide pratique qui est utilisé par le service de l'urbanisme, où on trouve un certain nombre de préconisations dans l'élaboration du projet. Et on a également quelques guides, quelques fiches d'action très précises dont on parlait en préambule et qui donnent justement la possibilité de savoir quel type de couleur on va utiliser par rapport à la zone géographique dans laquelle on se trouve. Il y a un travail très important qui a été fait sur les massifs rocheux. Pourquoi on va utiliser cette couleur plutôt qu'une autre sur les enduits. On a également travaillé sur des couleurs qui sont proscrites. Clairement, voilà, on va les voir un peu plus loin, mais voilà, il y a un certain nombre d'outils aujourd'hui qui sont importants. Et comment on va pouvoir maintenant, la chose la plus importante, c'est de savoir de quelle façon on va pouvoir mettre en œuvre ça et la faire appliquer. Donc ça, c'est un autre point d'étape sur lequel on travaille aujourd'hui au niveau de la structuration de la commune, c'est d'avoir un agent qui serve à la fois au service de l'urbanisme pour vérifier que les implantations au moment où on les fait sur un permis de construire soient bien en adéquation avec ce qui a été déposé, mais aussi valider le fait qu'il y ait un respect uniquement total de cette charte. Alors c'est un point important, c'est un outil qui n'est pas opposable. Comment faire pour que cette charte, alors d'autant plus avec le niveau de détail qu'elle a et les déclinaisons opérationnelles qu'elle propose, c'est concret, hein, on n'est pas que dans un récit de ce qu'est le territoire. Il y a beaucoup de mesures, et notamment à travers ces fiches, qui sont parfaitement pratiques et accessibles. Comment fait-on justement pour que ça ne reste pas un vœu pieux et pour consolider ces recommandations vers un document d'urbanisme? Alors, d'abord, dans l'équipe, donc, il y a une architecte urbaniste et un paysagiste. On savait qu'ils allaient mettre en œuvre un PLU. Donc c'est vrai qu'on a orienté quand même la démarche, on va le voir, il y a des cartes d'enjeux, etc., où il y a certaines choses qui étaient mises en évidence et qui pourront se décliner dans le document de planification, quoi. Par contre, quand Nathalie parlait des fiches conseils, ça c'est un document, on s'est rendu compte qu'on en avait besoin maintenant parce qu'ils sont sous RNU, ils n'ont pas de PLU, donc même si ça n'a pas d'aspect... Est-ce qu'on en a en image ? On le verra, oui. Même si c'est pas opposable au tiers, en fait, c'est intéressant que les gens, on le verra après, voilà. C'est intéressant que les gens sachent que quand ils vont intervenir sur Porto-Vecchio, par exemple, il y a quand même à Porto-Vecchio une délibération
qui oblige en fait à présenter une déclaration quand on fait une clôture. D'où le sens des clôtures, et on verra. Il faut à tout prix les contrôler. Donc on verra ça. Alors, moi, je vais vous passer quelques images parce que le temps était court, donc elles vont défiler. Et je vais vous expliquer un peu ce qu'est cette démarche. Alors, on est effectivement dans une charte paysagère, mais nous, on l'a beaucoup plus conçue au niveau formel comme un plan paysage. C'est-à-dire qu'on a 3 types de documents. Il y a un diagnostic, il y a des fiches actions, qui sont des outils en fait beaucoup plus pour les élus et qui déclinent certains outils utilisables dans des thématiques particulières. Et après, on a eu la concertation et effectivement ces guides conseils. Donc, ce qui est intéressant, donc ça va défiler. Hein. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que, et c'est en ça que nous on trouve intéressant, c'est qu'elle vise à remettre au cœur du projet de territoire ce qui fait l'originalité, la richesse de ce dernier, et qui par ailleurs est porteur de sens par la population. En fait, c'est un document qui est co-construit, c'est-à-dire que quand on va parler de concertation, on va demander en fait aux habitants d'avoir leur expertise et de porter sur la carte leur expertise, même si on sait c'est pas eux qui vont prendre les codécisions, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant. Et en plus, aborder le paysage avant un document de planification, ça permet de fédérer les habitants. Parce que comme je le disais à Olivier, quand on demande aux gens de qualifier le paysage, ils disent « il est beau », comme si c'était de l'ordre du pléonasme quand on parle de paysage. Ça veut dire que pour les gens, dès qu'on aborde la question de paysage, là ça va un peu trop vite, c'est pas grave, en fait c'est quelque chose qui fait sens. Donc le diagnostic, en fait, effectivement, on a pris en compte les grandes délimitations, les structures topographiques et naturelles, etc., avec des prédilections pour les espaces non bâtis, mais on a essayé aussi de s'intéresser au paysage anthropisé, c'est passé avant, comprendre la structure ancienne du paysage, qui fait sens en plus par les habitants, puisque ça relève du patrimoine. Et après, on a travaillé sur la ville aussi, sur chaque fragment de la ville, comment on pouvait les percevoir, comment ils pouvaient s'articuler ou pas. C'est-à-dire on a fait vraiment une analyse de paysage urbain et pas que de paysage naturel pour pouvoir présenter en fait des grandes orientations. Parce qu'effectivement, pour nous, appréhender les paysages, c'est apprendre à regarder, à redécouvrir un territoire, comme tu le dis, et à se projeter dans un cadre de vie de demain pour l'ensemble des habitants. Et en fait, ce qu'on trouve intéressant, bon, moi je développe, c'est intéressant le plan paysage, hein, c'est à partir en fait de cette analyse paysagère que la mairie va peut-être avoir les moyens d'articuler et de décliner une politique cohérente à l'échelle de son territoire. Voilà, on a donc décliné des grands plans d'enjeux en fait sur la commune qui reprennent vraiment les termes généraux. On ne se met pas dans la planification, on ne dit pas c'est constructible ou pas. On dit portez votre attention sur tel élément, qui sont à la fois dans le registre de la protection, de la valorisation ou de la réparation. On va continuer. Voilà. Ça, ce sont donc les fiches outils. Le deuxième outil qu'on a mis en œuvre, on a repris les grandes thématiques. À Porto-Viejo, par exemple, il y a un ensemble de mosaïques paysagères qui est intéressant. Il y a une thématique de l'eau qui est hyper importante parce que c'est une des rares communes en Corse qui a autant de motifs paysagers liés à l'eau. Mais par contre, en ville, on perd l'idée de ce tracé qui amène jusqu'à la mer. Donc on a donné, en même temps, on a remis en avant des éléments qui nous semblaient importants et on a donné des outils en fait à la collectivité. De la même manière, sur les paysages urbains, on a repris tous les fragments qu'on avait relevés en donnant les grandes composantes en fait architecturales et urbanistiques qui donnaient sens en fait à ces fragments. De la même manière, on a regardé ce qui pouvait les choses auxquelles il fallait remédier quand on a fait un état, parce qu'effectivement, l'intérêt aussi de cet outil de connaissance, c'est que on pose en fait les élus face à des choses qui ont été faites, menées depuis longtemps, et comment ils se positionnent à nouveau politiquement, enfin, un peu autrement de ce qui a été fait. On a développé à Porto-Viejo, parce qu'on a des rivages urbains, l'idée d'une grande promenade, l'idée de la réactivation effectivement de tous ces cours d'eau, l'idée aussi de travailler sur la mobilité, parce que c'est un grand thème, et on se rend compte quand on est sur place qu'on a des traces de sentiers qui étaient des sentiers de transhumance en fait, qu'on peut réaménager et qui permettraient en plus de lier ce que les élus appellent cette ville-territoire, c'est-à-dire de faire un lien entre ce qui était village et ville. Alors,
la concertation, voilà. Donc la commune, en fait, en tout premier lieu, le maire a voulu faire une enquête avant qu'on commence même à travailler. Et ça, c'était intéressant parce qu'on s'est rendu compte que les gens, quand même, reconnaissaient certaines composantes paysagères qui étaient cette commune de la montagne à la mer, par exemple, et mettaient en avant des éléments patrimoniaux. On a fait, après une grande exposition, on a fait des ateliers paysages où tout d'un coup, le constat sur les usages pouvait mettre en avant des manques, comme des lieux de rencontre dans certains mots, et en même temps, s'appuyer en fait sur l'usage que les gens avaient de leur territoire pour mettre en avant peut-être de la mobilité qu'on n'avait pas vue, etc. Ça, c'est le troisième grand volet. Ce sont les fiches actions, vous n'en voyez que certaines, voilà, qui permettent donc à la population dès aujourd'hui, sans avoir de PLU, de se mettre un peu dans cette démarche. Merci, c'était dense et rapide. Est-ce que l'auditoire serait intéressé pour poser quelques questions? Peut-être monsieur les maires présents. Bon, moi, je vous remercie là, pour la présentation qui a été faite. Bien sûr, je n'ai pas eu la chance de naître à Porto-Vecchio, donc je suis maire d'une petite commune, mais effectivement, j'aimerais bien que les élus que nous sommes, qu'on essaie de travailler ensemble pour essayer de trouver quand même un compromis sur ce que vous venez de développer là. Et je pense que ça devrait être au maire de travailler sur le terrain et non pas toujours à ces élus, ces grands élus comme on les appelle, qui sont dans un bureau avec un ordinateur et qui font des plans. Parce qu'après les plans qui sont faits, quelquefois, on a des difficultés pour les effectuer sur le terrain. Et je pense que le développement que vous venez de faire, il ne faudrait pas oublier et faire des zones privilégiées et faire en sorte que tous nos concitoyens qui soient logés à la même enseigne. Après, il est vrai qu'il y aura sûrement quelques différences parce qu'il y aura des zones plus ou moins riches et des zones plus ou moins pauvres, mais il faudrait que nos concitoyens qu'ils y trouvent leur dû. Voilà. Et je voudrais féliciter le maire de Porto-Vecchio. Bon, je crois que c'est un grand travailleur et qui continue. Merci. Peut-être d'autres questions éventuellement? Ou des remarques, peut-être, pas que des questions. Des fausses questions? Des critiques. Non, mais sinon... Moi, je voudrais rajouter quelque chose, parce que c'est important, on oublie ici de le dire, mais le travail collaboratif entre l'équipe, justement, de Marie-Jo Pellegrini et de François, et l'ensemble du Conseil des élus et des services qui ont travaillé sur les documents qui vous sont présentés aujourd'hui, sont essentiels. C'est vraiment une base de travail très importante, et j'invite toutes les communes qui peuvent le faire de se lancer dans ce type de document-là, parce qu'il est fondamental pour travailler ensuite sur l'urbanisation de son territoire. C'est ça. Et moi, je vais rajouter, je vais reprendre ce que j'ai déjà dit, c'est qu'en plus, aborder la planification, entre guillemets, puisqu'il y aura sa traduction, par le paysage, en fait, ça fédère les gens. C'est-à-dire, on ne parle pas de terrains qui sont à construire, pas construire. On parle de ce qui est beau, entre guillemets, quoi. Donc, obligatoirement, ça fédère. Peut-être une conclusion, monsieur le maire. Merci. Bon, Marie-Jo et Nathalie ont dit l'essentiel. Bon, merci à Jackie pour ses propos. Simplement rajouter deux petits volets. Bon, on a une vision du territoire qui se décline de diverses manières, et on a cet outil qui vient encapsuler un certain nombre de sujets et de thématiques qui nous sont chers. Il y a le volet réparation, on l'a dit, mais le sujet pour nous, c'est de voir aujourd'hui comment une commune qui subit des variations de saisonnalité extrêmement marquées. Porto-Vecchio, en ce moment, on est 13 000, mais dans 6 mois, on est 60 000. Elle peut ajuster un niveau de service, eau, assainissement, fibres, routes, etc. Et en même temps, déployer une vision qui ne soit pas
antagonistes. Le gros sujet, c'est celui d'une ville touristique dans laquelle le tourisme a longtemps été subi, qui essaie aujourd'hui de reprendre un certain nombre de choses en main et de projeter une vision en termes d'urbain, d'aménagement, qui soit plus conforme à ce qu'on appellera les grandes transitions de notre temps. Et comment une toute petite commune, parce que c'est une toute petite commune, malgré tout, elle peut penser adaptation au réchauffement climatique. On a un plan sur la filière bois. Adaptation aux grands enjeux environnementaux, écologiques, etc. Et comment elle peut les traduire à l'échelle qui est la sienne. Donc la charte, c'est un premier pas. C'est pas ça que je voulais conclure. C'est pas un point de sortie, c'est un point d'entrée. Mais c'est un point d'entrée qui est décisif. Et si au bout de la mandature, on arrive à poser le plan local d'urbanisme, que parallèlement on arrive à aller au bout du SCOT et que tous nos sujets arrivent à maturité, je veux croire qu'on aura imaginé et traduit une vision du territoire qui sera tournée vers l'avenir et en même temps conforme au point d'entrée. Donc voilà, simplement ça pour terminer le propos. Merci. Donc c'est bon, cette démonstration. Alors on a un maire, un architecte en logo un petit peu qui attire l'œil. Bon, c'est un exemple qui nous montre que, alors sans prêcher pour notre paroisse, parce que nous ne sommes pas exempts de critiques non plus, mais de ce discours de fond qui montre que l'architecte, dans l'exercice de sa profession, qui n'est pas que l'acte de bâtir, mais la réflexion de projet, c'est réfléchir en projet, y compris à l'échelle d'un grand territoire, finalement, les élus de tout niveau ont à s'appuyer sur nous comme moyen de spatialisation et de concrétisation de vos politiques et de vos ambitions politiques en matière de devenir des territoires que vous administrez. Donc j'espère que ça suscitera d'autres intérêts. Et peut-être Sylvia, notre présidente, voulait intervenir en conclusion. Parmi ces thématiques, il y a celle du bail réel solidaire. Et je sais que c'est un projet que vous portez aussi dans la commune. Donc peut-être que c'est intéressant aussi pour l'auditoire et le public de présenter un tout petit peu cette démarche. Voilà. Oui, effectivement, on a ce projet. En fait, quand on est arrivé, je vous donne quelques chiffres. À Porto-Vecchio, on a à peu près 60% de résidences secondaires. On a un déficit de l'ordre du millier de logements publics, sociaux, PLS, PLAI, saisonniers, etc. On n'a pas de lotissements communaux ou communautaires. Comme c'est le cas, je me tourne vers Nicolas, Alich ou ailleurs. Le délai moyen d'attente d'un logement social sur la ville, c'est 5 ans. Et Michel Girasc, qui est premier adjoint et en charge du logement et du foncier, a aujourd'hui en attente 645 demandes de familles qui donc revendiquent et a bon droit à un logement social. Il y a une situation qui est objectivement très douloureuse. Lorsque j'étais président de l'Office foncier, on avait imaginé avec le conseil exécutif de flécher des crédits PUI pour des expérimentations sociales en territoire. Bastia a, je crois, porté un projet assez important, Ajaccio également, et sur Porto-Vecchio, on avait fléché 7 millions, sans préjuger des évolutions politiques, c'est autre chose, dont on s'était dit qu'il servirait à constituer un stock de foncier et d'immobilier. Donc, après que nous soyons arrivés aux responsabilités, on a très vite acquis les poches qui avaient été identifiées et on a imaginé une stratégie de production de logements. Je passe sur ce qui est plus connu, le logement social, les lotissements communaux, etc. Et on a voulu initier, dans une rue bien connue des Porto-Vecchio, la rue Daniel Agostini, un projet de BRS. Alors, d'abord, pourquoi cette rue? Elle est hyper stratégique à Porto-Vecchio. Nicolas, d'autres la connaissent bien, Jean-Pascal, etc. Elle est dans l'hypercentre et surtout, elle abrite, dirons-nous, ou accueille des parcelles
qui pendant longtemps, sans trahir aucun secret, c'est de notoriété publique, ont été, c'est légitime, convoités par un certain nombre de promoteurs pour des projets privés. Nous, on n'a rien contre les projets privés, il n'y a pas de sujet. Sauf que les derniers en date ne nous plaisaient pas beaucoup. Et quand on arrive par la mer et qu'on voit cette trouée verte, qui est magnifique, on se dit qu'elle n'a pas vocation à accueillir n'importe quel type de projet. Donc sur les crédits PUI, on a commencé par acquérir ces terrains. Et une fois qu'on a pu les acquérir, on a développé ce projet de 40 logements, le BRS permettant, comme l'ordre le sait, et beaucoup d'entre nous ici également, mais je le précise quand même, de distinguer la propriété des sols de l'usage et de la propriété de l'immobilier et notamment des logements qui vont être édifiés. Donc la commune, Jacky, vous tous, continuera de conserver les sols. Quand je dis la commune, c'est la puissance publique. Ça peut aussi bien être l'OFS, l'Office foncier solidaire, puisque la Corse n'en a pas, des RIA. Et on vendra à des prix encadrés l'immobilier qui sera mis à la disposition de jeunes ménages, avec en plus une autre faculté, c'est qu'on attribuera nous-mêmes. Donc c'est le projet qui est initié. Les étudiants de l'ENSA de Nantes, Nathalie en dira 2 mots, nous ont apporté leur vision. On est preneur de celle de l'ordre. Et on a travaillé également avec nos archis. Et on a aujourd'hui une vision à peu près aboutie, dont on espère qu'elle pourra donner lieu dans le courant de l'année prochaine à un dépôt de permis. Donc l'idée, c'est idéalement, avant la fin de la mandature, si tout va bien, d'être la première commune de Corse. Heureusement, parce qu'on est la plus soumise, ou l'une des plus soumises au phénomène qu'on a décrit jusqu'ici, et malheureusement, parce qu'on voudrait qu'il y en ait d'autres, à mettre en œuvre un BRS, un bail réel solidaire, sur son territoire. Donc 40 logements. Pour terminer, c'est un terrain qui fait 1,5 hectare. On ne va pas densifier énormément. On va faire une 40aine d'habitations et un support, parcours santé, équipement sportif de dimension raisonnable. L'idée étant que ce ne soit pas simplement un ensemble d'habitations, mais une composante du quartier nouveau qu'on voudrait poser à cet endroit-là. Donc voilà, merci. Et le BRS, on l'espère, apporte véhicule l'année prochaine. Une dernière chose, c'est vrai qu'il faisait référence à l'instant. On a récemment accueilli l'école d'architecture de Nantes et on les a fait travailler sur des éléments justement de projets qui sont en cours sur la commune. Et c'était très intéressant justement de confronter les projets justement sur le terrain dont on parlait à l'instant et la vision que peut avoir un étudiant en architecture sur le même site. Je pense qu'on les fait travailler conjointement et c'est très bien d'avoir une vision, la vision, je dirais, purement opérationnelle d'un terrain et d'une programmation et la vision que peut avoir un architecte et un paysagiste sur un site très emblématique comme celui-ci. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Bon, on a eu plus de temps qu'imparti à l'origine, donc ça a été très intéressant d'avoir cet éclairage et encore une fois, une forme de dimension pilote que des initiatives politiques peuvent avoir chez nous en Corse, y compris sur ne serait-ce que sur la manière de dérouler une réflexion de projet. Donc, espérons que ça rayonne un petit peu, peut-être à travers de vos interventions et des actions, et que ça puisse servir d'exemple à d'autres. En tout cas, nous, à titre de notre profession, ça suscite plutôt de l'optimisme. Donc, on continuera à suivre avec un grand intérêt et attention vos initiatives. Merci pour votre attention. Merci, monsieur le maire, madame l'adjointe et Marie-Jo. Donc, place à la suite. Je vous remercie. Merci.